Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Marc David de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Nous vous rappelons qu'en format webinaire, tous les participants sont à distance. Vos micros et caméras sont coupés. Vous pourrez utiliser le chat pour nous poser vos questions et nos intervenants essaieront d'y répondre au fil de l'eau. Donc, en raison de l'annulation de la 12e édition du Forum Franchise, pour raisons sanitaires, la CCI Lyon Métropole vous propose cette semaine un programme de 7 webinaires sur le thème de la franchise et du commerce organisé. Nous démarrons le premier webinaire de cette semaine, les 5 étapes clés de la création d'entreprises en franchise. Et je remercie nos deux intervenants, Olga Romulus de Fiducial. Bonjour Olga. Bonjour. Et André Billard de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour André et merci. Ils se présenteront Bonjour. plus tard. Nous allons passer environ 45 minutes ensemble pour échanger sur notre sujet du jour. En attendant les derniers arrivants, sachez que le support de présentation vous sera utilisé et qui vous est présenté aujourd'hui vous sera envoyé par mail. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Lyon Métropole sous 48 heures, ainsi que sur le site du Forum Franchise, lyon-franchise.com. Pour faciliter l'échange, comme je vous l'indiquais, je serai le relais de vos questions que vous pouvez poser directement via le chat et nous y répondrons donc au fil de l'eau. Nous sommes une trentaine de participants. Je vous propose de démarrer. Et je pense que c'est Olga qui démarre. Olga, je te laisse la parole, c'est à toi. Oui, c'est moi qui vais démarrer. Donc, je suis Olga Romulus, donc je suis expert comptable chez Fiducial et je suis spécialisée en franchise et commerce organisé. Et je suis également membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise. Donc, on va animer avec André ce webinaire autour donc d'une thématique importante qui est la création d'entreprises en franchise. Et pour ça, on vous propose 3 points clés, je dirais, pour cette présentation. Tout d'abord, un petit propos introductif pour replacer ce qu'est la franchise et ce qu'elle représente comme poids économique aujourd'hui en France. Après, un panorama un peu plus généraliste sur ce qui fait aujourd'hui l'ADN de la franchise, quels sont les droits et les devoirs côté franchiseur, mais également côté franchisé, et quel est le mode de fonctionnement d'un commerce en franchise. Une fois que ce panorama, ce paysage sera fixé, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec donc sous un format de 5 points clés les différentes étapes de la création d'entreprises en franchise qu'on imagine. Alors, ces 5 étapes, c'est des étapes un peu théoriques. Peut-être que pour certains, les étapes ne seront pas tout à fait dans l'ordre, peut-être que certains seront plus avancés que d'autres, mais c'est pour vous donner, je dirais, un peu une image de la progression en fait dans le cadre de votre projet de création, des différents points, des différentes questions que vous allez vous poser au fur et à mesure de celle-ci. Et puis, comme l'a évoqué Marc, on prendra du temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de nos propos à chatter avec les questions et Marc jugera à quel moment il peut nous interrompre pour qu'on puisse répondre à celles-ci. Donc, premier temps, que représente la franchise aujourd'hui? Quel est son poids économique, notamment en France? Alors, il faut savoir que la franchise, c'est aujourd'hui un mode de commerce qui, jusqu'en 2019, se développait très bien. Je dis jusqu'en 2019 parce que pour l'instant, nous n'avons pas les chiffres de 2020, mais ce que l'on voit des 2 confinements et de cette crise inédite qu'on traverse, c'est que la franchise est quand même également un modèle résilient, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de développement, beaucoup de protections qui sont assurées, de défense du chiffre d'affaires et de défense d'intérêts des franchisés par les franchiseurs, qui font qu'aujourd'hui, la franchise, je pense, en 2020, restera un modèle performant. Mais bon, servons-nous des chiffres aujourd'hui qui existent. Aujourd'hui, la franchise, ça représente presque 80 000 points de vente en France. C'est plus de 2000 réseaux de franchise, enseignes qui sont présentes sur le territoire français. Et elle représente donc un poids économique important, puisque c'est presque 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires et quelques 757 000 emplois directs et indirects. Donc, aujourd'hui, la franchise, c'est un secteur vraiment incontournable qu'on va trouver dans plein de secteurs d'activité. On a noté les 5 plus importants qui sont représentés par la franchise, qui concernent principalement l'alimentation. Donc, dans l'alimentation, il y a la restauration notamment, l'équipement de la personne, tout ce qui va être habillement, lunettes, etc. Mais également les services automobiles, les commerces et les prestations de services type coiffure et esthétique. Donc,
Aujourd'hui, la franchise, je pense que vous le savez en tant que consommateur, c'est vraiment un métier que l'on trouve dans tous les secteurs d'activité. Je vous ai mis, alors je vous ai pas mis les 2000 enseignes qu'on trouve sur le territoire français, mais on en a mis voilà, quelques-unes, on va dire, un peu représentatives. Peut-être qu'il y en a certaines que vous connaissez, peut-être qu'il y en a certaines que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a des choses qui sont plus du B2C, donc vers le consommateur, vous connaissez sûrement, et puis des choses qui sont plus en B2B, donc tournées plutôt vers les entreprises et qui sont donc un peu moins connues du grand public. En tout cas, la franchise, on en trouve de partout, sous toutes ses formes, dans tous les métiers, et donc c'est aujourd'hui voilà, un modèle très dynamique et très résilient par rapport notamment à l'époque que nous traversons. Alors, ce panorama étant fixé, quand on parle de franchise, de quoi parlons-nous? Parce que souvent, on mélange un peu franchise, commerce organisé, coopérative, licence de marque. Tout ça, c'est un même vocabulaire, on va dire, pour rappeler ce qui fonctionne, je dirais, avec une tête de réseau ou quelqu'un qui va porter la marque ou un savoir-faire et puis quelqu'un qui va l'appliquer. La franchise, au milieu de toutes ces définitions que j'ai données, c'est un modèle très, très abouti. La franchise, en fait, c'est vraiment la forme la plus complète de la collaboration entre deux entrepreneurs. D'un côté, le franchiseur qui aura comme devoir, je dirais, d'avoir réussi, c'est la première qualité qu'on entend, d'avoir réussi son concept, d'avoir travaillé et d'avoir mis en œuvre en fait un concept qui fonctionne, qui est rentable. Et deuxième volet, toujours dans la responsabilité du franchiseur, d'être en capacité de le réitérer, c'est-à-dire d'être en capacité de donner des clés à quelqu'un d'autre, le franchisé, pour qu'il puisse, on va dire, performer ou du moins réussir de la même manière que lui. Donc, d'un côté, le franchiseur qui a donc tout ce savoir-faire, toute cette expérience, et de l'autre, le franchisé à qui on va confier un certain nombre de clés, un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de formations pour qu'il puisse le réitérer et réussir de la même manière. Mais on verra que ça ne se limite pas à une simple copie, la franchise. Il va aussi falloir que le franchisé s'approprie tout ça et y mette aussi sa patte personnelle. Donc, d'un côté, ce franchiseur qui va détenir du coup un certain nombre, on va dire, de savoir-faire forts liés à la franchise, c'est lui qui va être déjà le propriétaire de la marque ou de l'enseigne, donc c'est vraiment sa propriété à lui, donc il va posséder, je dirais, toute la notoriété, la communication et les signes de ralliement de la clientèle liés à cette enseigne. Il va également posséder ce qu'on va appeler le concept, c'est-à-dire tout ce qui fait l'originalité de cette franchise. Ça peut être des recettes exclusives, ça peut être des produits exclusifs, ça peut être des méthodes de travail exclusives. Et tout ça, en fait, va permettre de définir un savoir-faire, donc quelque chose qui n'est pas automatique, qui n'est pas facile à s'approprier du jour au lendemain, quelque chose qui a été bâti par la méthode, par l'expérience du franchiseur et qui va faire la différenciation en fait par rapport au même métier pratiqué sans franchise, sans le concept. Et puis enfin, dernier point très important, le franchiseur a également un devoir d'assistance vis-à-vis du franchisé, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le franchisé seul dans la nature, on est aussi là pour l'aider dans les différentes étapes à se réapproprier ce savoir-faire, à se réajuster par rapport au concept. Et donc, en face de ça, vous avez un autre entrepreneur, le franchisé, qui lui va payer un droit d'entrée pour pouvoir acquérir tout ce concept, ce savoir-faire, etc. Et va tout au long de sa vie de franchisé reverser des royalties aux franchiseurs pour l'utilisation justement de la marque, de la formation, du savoir-faire qui lui sera dispensé. Donc, le franchiseur a vraiment une responsabilité importante sur ce qui va faire la marque, ce qui va faire sa puissance, ce qui fait sa force d'aujourd'hui et surtout ce qui va faire sa force de demain. Mais le franchisé n'est pas de reste puisque le franchisé qui va appliquer cette méthode reste et demeure un entrepreneur indépendant. En tant que franchisé, vous allez être responsable des investissements que vous allez faire. Vous allez être responsable de l'exploitation de votre point de vente. Ça veut dire qu'on va vous donner des méthodes à appliquer. C'est à vous de les appliquer au mieux et de vous assurer que ces méthodes donnent le fruit attendu. Donc, c'est bien vous qui êtes responsable pleinement et entièrement de votre performance. Vous allez également porter, je dirais, le maillot d'une équipe, donc demeurer l'ambassadeur et le représentant de l'enseigne sur le territoire qui vous sera concédé. Et vous devez, du coup, comme quand on travaille en équipe, respecter cette équipe, rester, je dirais, solidaire du concept et adhérer justement à cet esprit franchise, avoir envie de travailler vraiment de manière indépendante, mais non isolée, de travailler de manière indépendante, mais en équipe.
Alors, la franchise a un coût, il ne faut pas non plus se le cacher, parce que pour bénéficier de ce savoir-faire, pour bénéficier de cette expérience, ça va nécessiter déjà un investissement. Donc, je vous les ai cités, je vais vous donner maintenant des points de repère un peu plus précis en termes financiers. Un droit d'entrée aujourd'hui en franchise, c'est entre 0 et 100 000 euros. Donc, la fourchette est extrêmement large. Ce qui peut expliquer la différence entre les deux, c'est que vous n'allez pas forcément déjà avoir la même chose dans le droit d'entrée. Il y a des franchiseurs qui vont faire payer un droit d'entrée, on va dire sec, qui est vraiment juste l'adhésion au réseau. Et puis à côté de ça, vous aurez tout un tas de coûts supplémentaires, entre guillemets, à payer, comme la formation, comme un coût lié à des packages d'ouverture, d'un accompagnement. Et puis il y en a, ils vont faire vraiment quelque chose de très complet, où ils vont tout inclure dedans. Après, même si on est à périmètre égal, il peut y avoir des choses qui vont être différentes. Par exemple, des formations. Pour certains réseaux, la formation va durer 2 à 3 semaines. Pour certaines, elle va durer 4 à 6 mois. Donc, le coût lié à cette formation, compris dans le package du droit d'entrée, va forcément être différente. La notoriété de la marque va faire aussi que selon que vous êtes sur un jeune réseau, où les effets bénéfiques de la marque sont peut-être un peu moins évidents, eh bien, la partie liée à la notoriété de la marque sera un peu moins chère que si vous rentrez sur un réseau extrêmement connu, sur lequel le simple nom ou la simple façade va automatiquement apporter beaucoup de clientèle et de visiteurs. Deuxième volet, c'est les royalties. Donc, les royalties, c'est vraiment, je dirais, le coût lié pendant tout le fonctionnement, en fait, en tant que franchisé, où vous adhérez à l'enseigne et vous la rémunérez, je dirais, pour tous les services qu'elle vous apporte pendant la durée de vie contractuelle. Ces royalties, c'est souvent un pourcentage du chiffre d'affaires. C'est en moyenne, on observe entre 2 et 6% du chiffre d'affaires. Parfois, c'est des royalties qui sont fixes, par exemple 500 euros par mois. Parfois, il n'y en a pas. Mais dans ces cas-là, c'est probablement que les royalties sont certainement noyées peut-être dans le prix de vente des produits que vous ferez dans le prix d'achat des produits que vous ferez auprès du franchiseur. Enfin, voilà, il y a sûrement des royalties qui sont quelque part. Donc, retenez, je dirais, ce pourcentage qui est la dîme, entre guillemets, que vous versez au franchiseur pour tous les services qu'il vous apporte pendant la durée de vie de votre contrat de franchise. Et puis enfin, dernier point, c'est les redevances de publicité qui, elles, pareil, sont un pourcentage du chiffre d'affaires, mais vont permettre en fait de faire un fonds, un pot commun, où le franchiseur du coup pourra puiser pour derrière faire des actions de promotion de la marque au niveau national pour pouvoir justement promouvoir l'enseigne et quelque part aussi apporter du bénéfice, de visitorat, de visibilité à ses franchises. Olga? Oui. Olga, tu m'entends? Oui, Par rapport à ces slides, nous avons une question de Charlotte qui nous demande si les droits d'entrée, royalties, redevances sont négociables. Alors, en principe, non. C'est-à-dire que le droit d'entrée, il est fixé de manière équivalente pour tous les franchisés. Il correspond vraiment, je dirais, au droit de rentrer sur le réseau. Donc, il n'y a aucune raison qu'il y ait une différenciation qui soit faite selon les franchisés et que le franchiseur se retrouve à négocier ou se retrouver un peu plus tard en convention avec tous les franchisés qui vont comparer leur droit d'entrée. Donc, en principe, le droit d'entrée n'est pas négociable, il est fixé. Par contre, le droit d'entrée est évolutif. C'est-à-dire qu'un droit d'entrée, par exemple, sur un très jeune réseau, sur peut-être les 5 premiers franchisés qui vont recruter, ils vont faire un geste en l'offrant, en le mettant à 0, parce qu'ils savent que ces premiers franchisés vont un peu essuyer les plâtres. Donc, le droit d'entrée est minoré pour eux. Et puis, de la même façon, le droit d'entrée, il se peut que quand on signe son contrat, il soit à 10 000 euros. Et puis, 5 ans après, à la fin de mon contrat de franchise, je re-signe un nouveau contrat de franchise. Il se peut qu'entre-temps, le droit d'entrée ait évolué parce que la marque aura gagné en notoriété, etc. Et que le droit d'entrée soit, par exemple, à 15 000 euros. Alors, sur le renouvellement, il y a aussi beaucoup de réseaux qui ne font pas payer de droit d'entrée parce qu'on est dans le cadre d'un renouvellement et qu'on estime, voilà, l'information a déjà été acquise, l'adhésion à la marque est faite, etc. Ou alors, ils font payer un complément qui est, par exemple, dans mon exemple, le delta entre le droit d'entrée initial et le droit d'entrée à la signature. Donc, 5 000 euros dans mon exemple. Ça, c'est un petit peu, voilà, ça peut être laissé un peu à l'appréciation des réseaux. Mais sur le principe, à un instant T, tous les franchisés d'un même réseau qui rentrent sur le réseau paieront le même droit d'entrée. Merci. Voilà, j'espère que Charlotte a eu ainsi sa réponse. En conclusion de cette partie qui est vraiment une partie de présentation, mais qui est importante pour bien comprendre après derrière les différentes étapes que va rencontrer le franchisé dans la création de son entreprise, je résumerai du coup la franchise à cet équilibre en fait.
Pour qu'un réseau en franchise fonctionne bien, eh bien les bons ingrédients, c'est d'abord un bon concept, un bon savoir-faire, une enseigne, un signe de ralliement de la clientèle fort et une assistance au fil de l'eau du réseau par le franchiseur. Les deux acteurs, vous l'avez compris, c'est le franchiseur et son franchisé. C'est vraiment une relation de gagnant-gagnant. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est vraiment deux entrepreneurs qui travaillent ensemble et qui vont le faire dans un seul but, c'est l'équilibre global du réseau, la progression de la marque et la performance finalement visible du concept. On va donc passer sur les 5 étapes clés, ce qui était la promesse de ce webinaire, pour que voilà, chacun des participants puisse du coup se raccrocher et voir à quel moment il en est, est-ce qu'il est au tout début de l'aventure ou plutôt au milieu, et voir les différentes questions qu'il a à se poser au niveau de ces étapes. J'ai quelques questions, excusez-moi. Ah, vas-y. Si on pouvait les reprendre, alors pour tout le monde, on me pose la question de la présentation et du webinaire qui est enregistré. Donc, il sera disponible sur la chaîne YouTube de la CCI et sur le site du forum franchise lyon-franchise.com, bien entendu. Et le document de présentation vous sera adressé. Ensuite, j'ai une question sur excusez-moi, le temps moyen d'un contrat de franchise qui nous est posé par David. Alors, il n'y a pas de règle. Il y a un écart type sur le contrat de franchise. En principe, il va, on va dire, alors de 1 an, j'en ai jamais vu, on va dire plutôt de 3 ans quand même, ça paraît être le minimum, jusqu'à 10 ans. Ça, c'est le contrat, on va dire, initial. Et la moyenne se situe plutôt entre 5 et 7. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant à regarder, ça, c'est la durée du contrat initial. Ce qui est intéressant, c'est de voir la durée de vie moyenne d'un franchisé. La durée de vie moyenne d'un franchisé, elle est de 15 ans. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, ça veut dire qu'il y a eu renouvellement, puisque si je suis entre 5 et 7 ans en moyenne, ça veut dire que j'ai au moins renouvelé, j'ai renouvelé en moyenne 2 fois. 15 ans, ça peut paraître long, ça peut paraître court. C'est plutôt long. Si, par exemple, vous comparez ça à la durée moyenne du mariage en France, c'est au-dessus. Hein. La durée moyenne du mariage en France, elle est entre 10 et 12 ans. Donc, on est au-dessus d'une durée moyenne de mariage en France. Ça peut paraître court parce qu'on se dit une vie d'entrepreneur de 15 ans, mais c'est aussi le profil des franchisés qui très souvent sont dans une deuxième ou une troisième vie professionnelle. Donc, on va plutôt être sur une tranche d'entrepreneurs qui ont 40-45 ans, donc ils vont mener une entreprise sur 20 ans et pas forcément sur 40 ans comme on peut l'avoir sur des très jeunes créateurs d'entreprises. Ok. Et une dernière question, que penser des royalties forfaitaires versus celles en pourcentage du CA? Question posée par Nathalie. Alors, c'est un point qui est toujours intéressant à étudier parce que quand c'est en pourcentage du chiffre d'affaires, je dirais, le principe de base qui est de dire si le franchisé réussit, le franchiseur réussit, il est très clair. Si je fais du chiffre d'affaires, mon franchiseur en profite et réciproquement. Voilà, on est vraiment lié, je dirais, par une continuité, par une progression en fait entre les deux. Si le point de vente performe bien, les royalties sont versées aux franchiseurs sont plus importantes. Le fait d'avoir des royalties fixes, si on est plutôt bas sur des chiffres d'affaires bas, on a du coup une pression financière qui peut être importante. Par contre, effectivement, si on est très performant par rapport aux moyennes de chiffre d'affaires prévues, c'est vraiment presque indolore puisqu'on va avoir peut-être une charge fixe qui va être très diluée par rapport au chiffre d'affaires. Donc, il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Je pense qu'il faut le franchisé vraiment regarder par rapport à son business plan, on y viendra, ce que les royalties vont représenter, on va dire, comme pression financière tous les mois, par rapport à ça. Si on est en fixe, ça va forcément un peu mettre la pression sur l'objectif de chiffre d'affaires un petit peu plus, entre guillemets. Donc, il faut faire attention et pas se retrouver dans une situation où les royalties fixes peuvent devenir pénalisantes en fait pour l'entreprise. Mais ça peut être un très bon calcul si on est sur des chiffres d'affaires qui progressent vite et où du coup on dilue la charge de la royalties. D'autres questions? Je vous laisse continuer, il y a d'autres questions, mais on les ira au fur et à mesure. D'accord.
Donc, je vais passer la parole à André qui va commencer donc sur ces 5 étapes clés à vous parler de la première. Merci Olga, je suis André Billard, je suis responsable franchise à la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Toutes les banques ont, ou la plupart, des pôles franchise, donc moi je suis responsable sur les 14 départements. Donc on va commencer sur les 5 étapes du parcours du futur franchisé. La première, c'est déjà préparer son projet, hein, donc faire son autodiagnostic et préparer son projet. On a mis à évaluer ses aptitudes personnelles et professionnelles. Je crois que même si le secteur de la franchise est en plein développement, Olga a dit les chiffres tout à l'heure, 78 000 points de vente, la personne avant de se lancer en franchise doit bien se poser la question de savoir si elle est faite pour ça et surtout si elle est faite pour devenir chef d'entreprise, puisque que ce soit en franchise ou hors franchise, on ne s'improvise pas chef d'entreprise, hein. Et même si la franchise permet d'avoir un accompagnement, eh bien c'est quand même il faut se poser les bonnes questions sur le fait de savoir si on s'engage sur cette voie entrepreneuriale. Ensuite, sur le secteur d'activité, hein, le domaine de la franchise permet à certains de s'installer sur des secteurs où ils ne sont pas forcément des spécialistes, puisque en dehors des métiers réglementés, je vais prendre par exemple le coiffeur qui nécessite un diplôme, on peut s'installer dans les autres secteurs ou la majorité des secteurs de la franchise sans être un professionnel. Donc l'intérêt, c'est quand même qu'on s'installe dans un domaine d'activité qui nous intéresse. C'est vrai qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens en reconversion, notamment, qui se lancent dans la franchise. Et pour aller même plus loin, on a certains franchiseurs qui refusent d'avoir des spécialistes de leur métier et qui souhaitent des gens qui soient plutôt peut-être des managers ou des gestionnaires plutôt que des spécialistes du métier. C'est quand même important, voilà, de bien choisir son secteur d'activité parce que se lancer dans un secteur d'activité qu'on n'apprécie pas, ça sera toujours un petit peu compliqué. On a mis après adhésion de son environnement familial. Comme sûrement pour tous les types d'entrepreneuriat, si on n'est pas suivi par sa famille, en étant en couple ou marié, on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps et donc il faut vraiment qu'il y ait une adhésion de toute la famille parce qu'autrement, forcément, à un moment ou à un autre, ça posera un souci. Mobilité géographique aussi, puisque à partir du moment où on verra après, on reparlera du choix de l'activité du franchiseur, le franchiseur peut très bien vous dire OK, je suis OK pour signer avec vous, mais à tel endroit. Donc, c'est aussi se poser la question, est-ce qu'on est mobile géographiquement par rapport à cette nouvelle activité qu'on va lancer en franchise? Et puis, un élément important, c'est les moyens financiers. Puisque on va le revoir assez rapidement par la suite. Pour se lancer, il faut avoir aussi des moyens, comme dans n'importe quelle entreprise, et il faut se poser là aussi les bonnes questions. Donc, on ne se lance pas parce qu'on est dans le secteur de la franchise et qu'on est accompagné quand même sans se poser les bonnes questions si on veut que ça réussisse. Voilà le premier. Le 2, si Olga, tu veux bien appuyer, voilà, c'est choisir son réseau de franchise. Alors, la question est un peu complexe parce que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup d'humains. Donc, quand vous allez rencontrer, si vous êtes des futurs franchisés, des porteurs de projets, vous allez rencontrer des franchiseurs. Il y a beaucoup de relations humaines qui rentrent en compte. Néanmoins, on a essayé de cibler un petit peu les éléments à prendre en considération. La première, c'est la notoriété de la marque. C'est important, si on se lance en franchise, d'avoir une marque qui soit quand même connue pour attirer le plus de clients possible. Donc, c'est quand même se poser des questions sur la notoriété de la marque. Sur le nombre d'unités, l'ancienneté du réseau. On va aborder les choses différemment si on s'installe sur une franchise qui a 30 ou 40 ans d'âge, qui a 200 magasins, ou si c'est quelqu'un qui démarre en tant que franchiseur et qui a simplement une ou deux unités. Ça ne voudra pas dire qu'il ne faudra pas y aller, mais ça sera des éléments quand même à prendre en considération. L'important aussi, ça sera de poser la question sur le savoir-faire et la différenciation du savoir-faire.
Olga vous a dit tout à l'heure que la franchise, ça touchait à peu près tous les secteurs d'activité. Parfois, le savoir-faire, quand par exemple on vend des pizzas d'un franchiseur à pizza à un autre franchiseur à pizza, il faut se poser les bonnes questions pour savoir effectivement est-ce qu'on se différencie et quelle est la différenciation. Élément important, voire primordial, c'est la rentabilité. À la fois la rentabilité du franchiseur, puisque on va signer un contrat avec lui, c'est important qu'il soit quand même solide financièrement, mais aussi la rentabilité des franchisés, puisque si vous vous lancez en franchise, c'est pour avoir un concept qui fonctionne, mais qui dit concept qui fonctionne dit aussi que ça vous permette d'en vivre et d'avoir une rentabilité. Donc il faudra arriver à avoir un maximum d'informations sur la rentabilité des autres franchisés qui se sont lancés avant vous. Peut-être comparer aussi des implantations voilà, qui correspondent à ce que vous allez faire, mais c'est important de se poser la question de la rentabilité. Une autre question importante, et on l'a vu dans cette période de premier confinement, par exemple, c'est l'assistance et la formation. Entre deux franchiseurs, on va avoir certains franchiseurs qui vont être très présents en termes d'assistance et aussi de formation, et puis d'autres qui seront un peu plus light. Olga vous a dit, il y a 2000 franchiseurs différents. Donc, ça sera aussi à vous de vous poser la bonne question. Si aujourd'hui, pour vous lancer, vous avez une seule journée de formation, ça sera sûrement un peu juste. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une assistance importante par la suite, ça veut dire qu'à la première difficulté, vous allez aussi avoir des soucis. Donc, tout ça, c'est important à prendre en compte dès le démarrage sur le choix de son réseau. Les coûts, Olga vous en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est important, bien évidemment, de comparer tout ça. Mais j'allais dire, il faut aussi rapporter ça à la notoriété. Si vous rentrez dans un réseau de franchise très connu, vous aurez sûrement des droits d'entrée qui seront peut-être plus importants. Mais on peut supposer que la notoriété de la marque va vous amener des clients. Si vous allez dans une franchise où il y a simplement 2 magasins, vous serez peut-être moins connu, donc vous payerez peut-être des droits d'entrée qui seront inférieurs, mais vous aurez plus de difficultés pour attirer les clients. Et puis la partie assistance avec la lecture du DIP. Le DIP, c'est le document d'information précontractuelle. C'est le seul document, c'est le document de base qui régit, on va dire, la franchise. Et c'est un document qui est important. C'est un peu les droits et les devoirs du franchiseur et du franchisé. Et c'est une source d'information non négligeable. Donc, il faut vraiment prendre le temps de lire ce document qui vous permet aussi de savoir sur les franchisés de cette enseigne, si certains ont arrêté, pourquoi ils ont arrêté. Donc, ça permet quand même d'avoir pas mal d'informations sur l'enseigne. Voilà, sur le choix de choisir son réseau de franchise, encore une fois, voilà, il y a de l'humain, c'est une rencontre entre un futur porteur de projet et un franchiseur, mais c'est aussi se poser les bonnes questions par rapport au réseau de franchise. Je vous propose quelques questions, Olga, André. Vous m'entendez, Oui. c'est bon? Oui. Il y a Pierre qui nous demande, on parle souvent de la franchise comme un accélérateur, comme on va tout de même chercher ses clients. En quoi est-ce un accélérateur? Je pose notamment la question pour une activité de consultant indépendant qui se franchiserait. Je suppose que c'est uniquement sur le volet recherche de clientèle. Olga ou André, quelqu'un veut que je vous Alors, pose la question? c'est juste ce que dit Pierre, effectivement. Là, c'est juste dans l'objectif, c'est-à-dire que la franchise doit être un accélérateur. Elle doit être un accélérateur, vous devez aller plus vite et vous devez y aller de manière plus sécurisée. C'est ce qui fait la différenciation de la franchise et c'est ce qui fait que voilà, vous payez un droit d'entrée, etc. Sinon, ça a moins d'intérêt. Après, il y a des métiers dans lesquels c'est évident, parce que on va avoir voilà, une appétence de la clientèle par rapport aux produits, par rapport à la recette, par rapport à tout ça, qui fait que si vous ne détenez pas la marque, si vous ne savez pas faire les hamburgers ou les frites de cette manière-là, vous n'attirerez pas cette clientèle. Ça, c'est évident. Par contre, ce postulat se dégrade un petit peu, effectivement, plus on va vers des métiers, on va dire, plus dans le service, plus dans où l'intuitu personné, en fait, du franchisé et du client final va être de plus en plus important. Par exemple, dans le cas de la coiffure,
c'est important, un réseau va vous apporter un savoir-faire, etc. Mais à un moment donné, c'est quand même les mains du coiffeur qui va coiffer la cliente ou le client qui vont quand même faire un peu l'attachement et la recherche qu'a ce client pour venir dans ce salon. Donc, pour le cas de Pierre, où effectivement, on va avoir une recherche personnelle de la part du franchisé pour aller chercher des clients. En plus, on est en B2B, hein, si j'ai bien compris son activité. C'est clair que la franchise va peut-être être un peu moins, on va dire, apporteur d'affaires que dans d'autres secteurs. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne le sera pas, parce que je connais pas le réseau en question, mais très certainement, ils vont mettre en place des moyens de prospection, des bases de données, peut-être un logiciel, voilà, des choses qui vont être des moyens, en tout cas, pour que le franchisé soit beaucoup plus efficient, beaucoup plus pertinent dans sa recherche. Mais ils vont peut-être pas lui donner effectivement une liste de clients tout prêt en fait chez qui il peut aller vendre ses produits. Ils vont être une aide à la prospection, mais il faudra effectivement qu'il fasse son boulot de transformation en tant que franchisé des moyens qui lui sont donnés. Ok. Merci Olga. J'ai beaucoup de questions, j'en délivre en quelques-unes là. On y reviendra un petit peu plus tard. Delphine nous demande quelles sont les obligations du franchiseur en termes de communication de la rentabilité du franchiseur et du franchisé. C'est une bonne question, non? C'est une très bonne question. Je vous remercie de l'avoir posée. Alors, on parle bien d'obligation là. On parle bien d'obligation, voilà, Olga. on parle d'obligation. Alors, comme l'évoquait André, il a terminé sa présentation sur une notion très importante qui est le DIP, le document d'information précontractuelle. Ce document, il est obligatoire. C'est ce qu'on appelle la loi 1. C'est-à-dire, il est obligatoire dans le cadre où franchiseurs et franchisés rentrent en relation et l'un consent une exclusivité à l'autre. Ça peut être une exclusivité de territoire, ça peut être une exclusivité de produit. Bref, il y a une exclusivité à un moment entre les deux parties. À ce moment-là, obligation de la part du franchiseur de remettre ce document d'information précontractuelle et obligation aussi de la part du franchiseur d'attendre au moins 20 jours avant de faire quoi que ce soit à son futur franchisé. Donc, c'est une mesure, c'est un document hyper protecteur pour le franchisé. Et pour faire le lien avec la question, qu'est-ce qu'on va trouver dans le DIP? Des éléments relatifs à la rentabilité. Mais le législateur n'a pas été très détaillant sur ces informations. Donc, ce que vous allez trouver à coup sûr, c'est les comptes annuels du franchiseur, enfin de la partie qui signe le contrat de franchise. Donc déjà, attention, premier, on va dire petit piège, c'est que si vous avez en face de vous une société qui fait le développement de l'enseigne, eh ben, elle va mettre ses comptes à elle, qui n'ont rien à voir avec les comptes qui peuvent être portés par des pilotes ou des unités de production en fait du franchiseur. Et pour les franchisés, eh bien, ils vont mettre en fait un certain nombre d'informations clés, comme ça fait d'ailleurs le lien avec la partie business plan que je vais aborder juste après, comme les investissements spécifiques à la franchise, comme quelques, on va dire, informations un peu standard, moyennes du réseau, mais vous ne trouverez pas en principe, je dis bien en principe parce qu'après il peut y avoir des divergences selon certains documents, vous ne trouverez pas un compte de résultat détaillé du franchisé, vous ne trouverez pas une promesse ou un engagement, hein, ça c'est sûr, de la part du franchiseur sur la rentabilité. Par contre, c'est à vous, en tant que futur franchisé, d'aller faire cette recherche parce que dans le DIP, par exemple, je vais avoir toute la liste des entreprises franchisées du réseau. Donc, rien ne m'empêche, en faisant société.com, d'aller pêcher les états financiers de ces franchisés avec le numéro SIRET. Voilà. Donc, il y a un certain nombre d'informations où il va falloir aller retrousser ses manches et aller chercher l'information. Parce que dans le DIP, et d'une manière générale, cette information ne va pas vous être servie sur un plateau. Ok. Une question qu'on l'a un petit peu abordée tout à l'heure. Avez-vous des chiffres sur la progression des candidats à la franchise sur les 5 ou 10 dernières années? Je crois que tout à l'heure, tu avais dit qu'il y avait un peu plus de 80 000 franchisés en 2019. Oui. Alors, j'ai pas les chiffres exacts du nombre de franchisés. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je les ai, Olga, si tu veux. En 2010, parfait. Il y en avait 58 000 et en 2019, on a dit à peu près 80 000. Donc, c'est assez spectaculaire au niveau de l'évolution. D'accord. Donc, ça fait sur 10 ans ce que tu annonces là. Oui. C'est ça, oui. 2010. D'accord. 2010, 58 000. C'est issu de l'enquête annuelle de la Banque Populaire, André? Oui. Très bien. Une bonne source.
Tout à fait. Merci. Je vous laisse continuer la présentation. Alors, c'est moi qui continue la présentation avec le volet business plan, puisque donc une fois que vous avez mis en œuvre, fait votre choix personnel, trouvé entre guillemets le partenaire idéal qui est votre réseau de franchise avec lequel vous souhaitez travailler, eh bien à un moment donné, on va faire une feuille de route et pour savoir si concrètement on y va ou on n'y va pas. Et cette feuille de route, c'est ce qu'on appelle le business plan ou le prévisionnel d'activité. Qui va permettre de mettre en musique un certain nombre d'informations ou d'aller chercher ces informations justement pour voir concrètement ce que ce projet va représenter pour vous. Donc, ce business plan, il va être très important, notamment pour la 4e partie qui est aller chercher le financement, parce que un bon banquier vous demandera un business plan en fait avant de se pencher sur votre projet et de vous dire ce qu'il en pense et de vous donner un go ou un no-go sur son aide au financement. Donc, le business plan, ça va vraiment être la feuille de route pour dire, d'abord, d'un côté, je vais mettre en musique tout ce que je vais investir comme moyen dans cette aventure. Et de l'autre, je vais avoir une visibilité, souvent à 3 ans, de ce que je vais attendre, je dirais, de cette création d'entreprise, de la performance, du niveau de résultat que j'espère et quelque part, et au final de ma rémunération aussi, au passage, par rapport à cet investissement et à ce choix de carrière que je fais. Donc, dans le business plan, la première chose qu'on va mettre en œuvre, c'est se donner un peu une visibilité à 3 ans, donc du compte de résultat prévisionnel, en mettant donc tout d'abord le chiffre d'affaires attendu, année 1, année 2, année 3, et tout ce qui va en découler derrière, le taux de marge, les charges de personnel, les frais généraux, votre rémunération en tant que dirigeant. Voilà, on va mettre tout ça en musique. Alors, toutes ces lignes, en fait, elles vont nécessiter des analyses et d'aller chercher des informations de manière spécifique. Si je prends la première ligne, le chiffre d'affaires, il faut savoir que dans le DIP, ce fameux document, vous allez avoir un état du marché local. C'est-à-dire que le franchiseur va, à sa charge, vous présenter que sur la zone qu'il entend vous concéder, il y a normalement la potentialité de chiffre d'affaires attendu pour que son concept fonctionne. Ça, c'est bien, c'est un état du marché. Mais il va falloir que vous alliez plus loin et que vous fassiez réaliser une étude de marché, c'est-à-dire vraiment une analyse qui va vous dire que sur ce secteur, il faut que vous vous implantiez à tel ou tel endroit ou que vous soyez visible à tel ou tel endroit ou que vous ayez telle ou telle action de prospection pour pouvoir atteindre les objectifs de chiffre d'affaires que vous allez vous définir. Le compte de résultat prévisionnel, c'est vous qui le créez, c'est vos objectifs à vous. Donc, le franchiseur va peut-être vous donner des moyennes, des standards, des choses qu'il observe sur son réseau, mais tout ça sera extrêmement moyen. Il faudra après, vous les approprier, vous approprier vos objectifs de chiffre, vous approprier le niveau de rémunération que vous souhaitez avoir. En année 1, peut-être que vous bénéficiez d'aides comme l'ACRE ou la RE, donc vous n'allez pas avoir une rémunération à vous verser à vous à titre personnel, mais à compter de l'année 2, vous aurez besoin de dégager un salaire. Selon l'implantation que vous allez faire, vous allez avoir une fourchette de loyer qui va être plus ou moins haute par rapport aux standards que constate le franchiseur sur son réseau. Donc, ça va être important d'avoir à la fois cette feuille de route qui vous est extrêmement personnelle et de vous appuyer sur des informations ou standards ou moyennes qui pourront vous être communiquées par votre franchiseur. Le franchiseur peut avoir une visibilité du fonctionnement donc, de ses franchisés et il a aussi une visibilité par rapport à ses propres pilotes qui lui donnent aussi une idée des performances attendues sur son activité. En face de cet objectif, on va dire, de feuille de route, vous allez aussi mettre en musique tout un tas d'investissements qui sont nécessaires. Donc, on a parlé des investissements spécifiques à la franchise, le droit d'entrée, le concept aussi qu'on peut avoir. Par exemple, vous devez peut-être avoir des obligations en termes d'agencement de points de vente, de tête de gondole, de couleurs, de tout un ensemble de choses qui sont importants et qui font partie des investissements que vous devez faire. Mais vous pouvez aussi avoir des investissements, je dirais, hors de la franchise, par exemple, un droit au bail. Si vous prenez un local, il y a fort à parier que vous ayez un droit au bail à payer, qu'il faut bien l'intégrer dans les coûts. Ça, que vous soyez en franchise ou pas, vous aurez à payer cet investissement.
Une fois que vous avez mis en place ces éléments-là, on va après en découler une trésorerie prévisionnelle qui va vraiment permettre notamment aux banquiers de voir si vous êtes plutôt en phase ascendante, si vous êtes plutôt en phase d'abord à descendre puis après à remonter, s'il y a des à-coups. Et ça va être important pour voir à quel moment vous avez besoin de financement. Est-ce que ça va être des investissements au départ pour vraiment financer tout ce qui va être les investissements? Est-ce que vous allez avoir des besoins au départ de financer ce qu'on va appeler le besoin en fonds de roulement, ce BFR, c'est-à-dire ce décalage entre le temps où vous allez ouvrir votre magasin, payer votre loyer, payer vos salariés et le premier client va arriver. Alors, dans certains commerces, le premier client, il arrive le premier jour. Dans certains commerces, par exemple les cuisinistes, le client, il verse un acompte, mais en fait, vous livrez la cuisine 2 à 3 mois plus tard. Donc, il faut soutenir l'effort de guerre pendant cette période. Et enfin, je ne connais pas votre profil, mais très souvent, le franchisé, il est issu du monde du salariat. Donc, il a un statut de salarié avec du coup une définition par rapport à sa couverture sociale, son impôt, etc. Là, vous allez être créateur d'entreprise, vous allez passer dans le monde des indépendants. Donc, il va falloir créer une société et le choix de la structure juridique va aussi avoir une incidence importante sur votre couverture sociale, sur votre régime fiscal, sur le régime fiscal de l'entreprise. Donc, l'expert comptable, c'est là qu'il intervient parce que nous, on maîtrise bien tous ces aspects. On va donc vous guider en fait dans toutes les étapes du business plan, vous poser les bonnes questions pour vous aider à simuler les différentes hypothèses et vous voir ce qui va être le plus adapté pour vous en termes d'objectifs, en termes de structure juridique, sur les impacts fiscaux et sociaux et vous aider du coup à bâtir le business plan, alors j'allais dire le plus beau, mais c'est pas forcément le plus beau, c'est le plus réaliste pour que derrière vous puissiez aller défendre ce business plan, défendre ce projet devant le banquier pour lui demander votre aide. Donc ne sous-estimez pas l'aide d'un expert comptable sur ce stade-là. À ce stade-là, si possible un expert comptable spécialisé en franchise parce que les modèles économiques selon que je suis en franchise ou en indépendant isolé sont pas du tout les mêmes. Par exemple, une boulangerie standard en France, elle fait 200 000 € de chiffre d'affaires. En franchise, on va plutôt être à 800 000 €. Donc, on n'aura pas du tout le même modèle économique et les mêmes charges, les mêmes ratios en fait qui devront être utilisés pour bâtir un business plan adapté. Mais je vais laisser la parole à André. Le banquier aussi a un regard, a des lunettes différentes selon les demandes qui sont faites par un futur franchisé ou un indépendant isolé. Avant de laisser la parole à André, on a pas mal de personnes qui nous ont rejoints en cours de webinaire et on a beaucoup de questions. Je vais essayer de les regrouper. On a pas mal de questions sur la rentabilité du franchiseur. Nathalie, par exemple, qui nous demande quelles sont les informations que le franchiseur doit fournir sur la rentabilité dans la phase d'étude du projet. Cindy, qui a une question un peu similaire, comment avoir accès à la rentabilité du réseau. Céline, bonjour, comment être sûr de la rentabilité du franchiseur et des franchisés? Peut-on demander à avoir accès au bilan? Est-ce que c'est clair pour vous, Olga et André là en gros, comment on peut connaître la rentabilité de la tête de réseau, le franchiseur, et aussi des franchisés? On en a un petit peu parlé avant, mais on a beaucoup de questions sur ces volets-là. Alors, la rentabilité du franchiseur, je dirais pour faire simple, même si j'ai donné des petits points d'attention là-dessus, normalement, dans le document d'information précontractuelle, vous avez les comptes annuels des 2 derniers exercices du franchiseur, la tête de réseau. Donc, là-dessus, normalement, l'information est disponible. La petite précaution que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si les personnes étaient là, c'est que les comptes qui sont joints au DIP, ce sont les comptes de la avec qui vous contractez. Donc, il se peut que ce soit une société uniquement de développement ou que ce soit une société qui, entre guillemets, qui ne soit pas une société qui produit et qui développe le concept au sens qu'il y a des unités pilotes et qui est capable de démontrer la rentabilité de ces unités pilotes. Donc, ça, c'est ce qui vous sera remis, je dirais, automatiquement, légalement, dans le cadre du DIP. Le reste, il va falloir aller le chercher, pour faire très simple. Donc, comment aller le chercher? D'abord, au niveau du franchiseur, si les documents qui sont joints dans le DIP sont pas suffisants, même s'ils respectent l'aspect légal, sont pas complets pour se faire une opinion, on peut demander. Moi, je vois souvent, dans le cadre du DIP, vous avez 3 semaines, je vous rappelle, pour lire le DIP, et ça doit être un temps d'échange. C'est pas un document qu'on prend dans son coin, qu'on lit dans son coin, puis on revient 3 semaines après, au minimum. Ça peut durer 2, 3 mois, 6 mois. On revient au bout d'un certain temps en disant oui ou non. C'est un temps d'échange avec le franchiseur. Ou s'il n'y a pas assez d'informations à votre goût, vous devez les demander.
Donc, vous pouvez très bien demander que vous soient fournis les bilans des sites pilotes ou les bilans voilà, de telle ou telle société que le franchiseur détient. Pour les franchisés, c'est plus délicat parce que les franchisés, même si le franchiseur a les comptes, il y a quand même une réserve, une obligation, un secret professionnel, on va dire, qui fait qu'il n'est pas censé vous les remettre sans l'accord du franchisé. Donc, soit il a l'accord du franchisé, il peut vous les remettre, soit il ne les a pas, il ne l'a pas. Dans ce cas-là, il faut aller les chercher vous-même. Donc, je disais, la chose la plus simple, la plus accessible, c'est qu'en principe, les sociétés doivent déposer leurs comptes. Donc, si vous allez sur des sites comme société.com, pour quelques euros, vous pourrez obtenir les comptes des sociétés que vous recherchez. Et ces sociétés, vous les connaissez, puisque dans le DIP, vous en avez la liste. Donc ça peut être le moyen voilà, d'obtenir cette information. Après, vous pouvez aussi contacter les franchisés. Hein. On a des franchisés qui sont voilà, très contents de parler de leur enseigne et très contents aussi de montrer qu'ils fonctionnent bien et qui peuvent aller jusqu'à vous donner des informations. Mais tout ça est laissé à la libre appréciation du franchisé. Hein. Ce n'est pas quelque chose de légal, d'obligatoire qui doit être fait. André, tu as peut-être une autre expérience compte tenu de ce que tu vois. Non, moi je crois qu'il faut aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a quand même les moyens d'avoir beaucoup d'informations et c'est se rapprocher notamment des derniers franchisés, à la fois pour la rentabilité, mais ça permet aussi de savoir si le franchiseur joue bien son rôle en termes d'accompagnement à l'ouverture et puis en termes d'assistance. Donc il faut user de tous ces moyens-là d'information qu'on a aujourd'hui pour avoir le maximum d'informations. J'ai un petit groupe de questions sur les DIP. Stéphanie nous demande à quel moment peut-on lire le DIP et Delphine, à quel moment peut-on demander le DIP, car je comprends que ceci permet de faire son business plan, mais pourtant à ce stade, je ne souhaite pas m'engager. Alors, le DIP, en fait, le DIP, c'est déjà un document secret, entre guillemets. Vous ne le trouverez pas sur Internet, c'est pas mis sur les sites Internet des franchiseurs. Hein. Je veux dire, c'est pas un document qu'on remet à la légère. Ce DIP, il sera remis à un moment donné où le franchiseur a envie de se dévoiler, a envie de s'engager vis-à-vis de son candidat franchisé. Donc, c'est vraiment lui qui, à un moment donné, va dire « Ok, je vous remets le DIP ». Le DIP, je le redis, c'est justement, il est protecteur de la part du franchisé, c'est-à-dire quand vous le signez, alors vous avez un engagement de confidentialité en tant que franchisé, vous n'êtes pas censé le scanner et l'envoyer à la terre entière ou le mettre sur les réseaux sociaux. Hein. Ce document, il est secret, il est pour vous, vous avez un engagement de confidentialité qui peut se libérer vis-à-vis de votre professionnel, avocat, expert comptable, hein, bien évidemment. Ce document, vous avez 3 semaines minimum, j'insiste, pour le lire. Et pendant cette période-là, vous ne devez, il est interdit que vous signiez quoi que ce soit en fait avec le franchiseur. Donc, vous n'avez aucun engagement pendant ces 3 semaines minimum. Et si à l'issue des 3 semaines, vous ne voulez pas vous engager, vous rendez le DIP et c'est terminé. On ne pourra rien vous demander. Donc, il n'y a pas d'engagement. Au contraire, enfin, côté franchisé, il n'y a pas d'engagement. Côté franchiseur, il se dévoile en faisant ça, puisque concrètement, il va vous remettre ses comptes, il va vous donner tout un tas d'informations un peu sur la vie de son réseau. Mais côté franchisé, c'est bien l'esprit de la loi, c'est vous êtes au contraire informé pour pouvoir, si vous le souhaitez, vous engager en toute connaissance de cause. Et si vous ne vous engagez pas, c'est votre droit. Ok, je vous laisse continuer avec le point 4. Allez, on va passer au point 4. Donc, au point 4 du parcours, hein, du futur franchisé, avec obtenir son financement. Juste au préalable, vous dire que dans le cadre de ces webinaires avec la CCI, nous organisons mercredi à 13h30 un webinaire spécial financement. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, vous pouvez vous connecter et vous inscrire à ce webinaire. Concernant donc le financement, vous avez donc un projet à financer. La première chose, c'est l'apport personnel. Donc, on va dire qu'il y a une norme préétablie. Alors, c'est pas figé dans le marbre, mais un pourcentage qui est considéré un peu comme la norme, qui est de 30% dans le commerce, c'est-à-dire d'avoir un apport personnel de 30% pour tout ce qui est activité de commerce et 40% dans les activités de service. Encore une fois, ce chiffre, ça donne une indication. Souvent, c'est un chiffre qui
qui est aussi fait foi au niveau des franchiseurs qui considèrent que si on n'a pas cet apport, le franchiseur ne va pas signer avec vous. Mais vous comprendrez bien que d'un cas à l'autre, en fonction de l'âge, en fonction du patrimoine du futur porteur de projet, les choses peuvent un peu évoluer. Mais c'est important d'avoir quand même ce chiffre en tête, donc de 30%. Voilà. Cet apport personnel, il est constitué de quoi? Il est constitué de tout ce qui peut être votre épargne, hein, donc livret A, plan d'épargne logement, tout ce que vous pouvez avoir comme épargne. Ça peut être des donations, hein, des participations familiales. On a dit tout à l'heure que la famille, c'était important. Donc, c'est vrai qu'il arrive assez souvent qu'il y ait des aides au niveau familial. Et puis, dans l'apport personnel, là, au niveau, si je prends ma casquette de banquier, on considère que les prêts d'honneur, on en parlera très rapidement après, sont considérés comme de l'apport personnel. Au niveau des emprunts, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire, mais souvent c'est un prêt bancaire classique, donc c'est de vous rapprocher de votre banque ou la banque avec laquelle vous souhaitez travailler. Il y a des banques qui sont spécialisées franchise, vous l'avez compris, au niveau de la Banque Populaire, et puis il y a des banques qui aujourd'hui mettent en place des prêts particuliers. Donc c'est vous renseigner pour savoir si vous pouvez accéder à des prêts intéressants. À la Banque Populaire, on a créé fin septembre un prêt à 0% pour le financement de la création ou de la reprise en franchise. Donc voilà, posez-vous les questions, allez à la pêche aux informations pour voir si effectivement vous pouvez bénéficier de conditions préférentielles. Donc ça peut être bien évidemment un crédit classique, ça peut être aussi un crédit bail dans certains cas. Au niveau des garanties, les garanties qui vont vous être demandées vont dépendre un petit peu de ce qu'on finance. Et il peut y avoir le nantissement d'un fonds de commerce quand on est dans le cadre où on a un fonds de commerce, donc de manière assez classique. Et puis après, on a deux types de garanties. On va avoir la caution personnelle du franchisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le banquier va vous demander, vous en tant que porteur de projet, à vous engager aussi, et donc va vous demander, bien évidemment pas sur la globalité, mais sur un petit montant, à ce que vous soyez garant de ce financement. Parallèlement à ces cautions personnelles, on a aussi tout un système de sociétés de caution mutuelle qui vont se porter caution à votre place. Donc, ça peut être la CIAJ, on a tout ce qui est caution de la BPI, de la SOCAMA, différents organismes de caution. Et puis, les prêts d'honneur. Les prêts d'honneur, c'est important aussi. Donc, là aussi, vous pouvez aller à la pêche aux informations, aussi bien auprès de votre expert comptable, de votre banquier, aussi auprès de la CCI, hein, qui a toutes les informations. C'est voir si vous ne pouvez pas bénéficier là aussi de prêts souvent à taux zéro, avec des montants qui peuvent varier, qui sont souvent accordés par des associations, par l'ADI, par les réseaux France Initiative, France Active. Donc, il faut aller chercher toutes ces informations-là pour compléter votre plan de financement et bénéficier de conditions préférentielles au niveau de ce financement. On André, peut avoir aussi… oui. Excuse-moi, continue. Non, je t'en prie. On peut avoir aussi, juste à titre d'info, on peut avoir aussi du crowdfunding, c'est du financement participatif, ça devient un peu, c'est un peu au bout du jour, même si parfois c'est des petits montants où ça reste faible, mais je voulais juste donner cette information via des plateformes de crowdfunding où on peut avoir des compléments de financement. Voilà sur la partie obtenir son financement. On a quelques questions sur ce volet-là. Une question de Sandy qui était un petit peu plus tôt pendant le webinaire, mais qui rejoint. Pouvez-vous définir investissement corporel et incorporel? J'ai aussi d'autres questions, André, qui se rapprochent à ce que tu as évoqué. Que veut dire être caution d'un montant financier? Et enfin, dans le cadre d'une activité de service, hein, ça c'est Jean-François, dans le cadre d'une activité de service, le prêt peut-il couvrir les besoins en fonds de roulement?
Alors, je laisserai peut-être Olga sur la partie corporelle, incorporelle, c'est encore plus son domaine. Sur la caution, très clairement, si vous êtes caution personnelle, ça veut dire que si un jour vous ne pouviez pas faire face au remboursement, on ne pouvait pas rembourser le prêt, la banque pourrait vous demander de le rembourser. Bien évidemment, ce n'est qu'une caution personnelle et non pas une caution, ce qu'on peut appeler sur les sûretés réelles. Donc, ce n'est pas une garantie hypothécaire sur un appartement, sur une maison. Simplement, vous êtes tenu de rembourser personnellement ce montant-là. Voilà. La dernière question, Marc, c'était dans le cadre d'une activité de service, le prêt peut-il couvrir les besoins en fonds de roulement? Parce que j'ai tellement de questions il faut voir chaque banque, mais dans la majorité des cas, c'est possible. Et à la Banque Populaire, on le fait, il n'y a pas de souci. Et pour la première question donc, qui concernait les investissements incorporels et corporels, alors c'est vrai que c'est un jargon qui permet de distinguer en fait des investissements alors corporels comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il y a un corps, c'est-à-dire c'est du matériel, c'est des choses donc, qui sont investies de manière long terme dans l'entreprise mais qui ont une existence physique visible. En principe, on ne les oublie pas. Et je voulais par opposition dire qu'il y a aussi des investissements incorporels, c'est-à-dire qui n'ont pas de substance physique, mais qui représentent bien une substance financière. C'est par exemple un droit au bail, c'est un droit d'entrée pour entrer en franchise, c'est un fonds de commerce. Ça, c'est des droits, des moyens que l'on achète, mais qui n'ont pas d'existence physique, mais qui représentent bien des droits dont on a besoin pour fonctionner dans son entreprise. Ok. Je vous propose de continuer parce que le temps avance. Alors, on arrive au bout, puisque c'était le point 5, signer son contrat de franchise, régler son droit d'entrée, faire la formation, les travaux et l'ouverture. Donc, voilà, très rapidement, ça apparaît sur l'écran, mais on déboucle sur la cinquième étape aussi, puisque tu l'as un peu zappé. La recherche dans lesquelles était un point important. Alors oui, mais qui souvent, on va dire, et en amont, parce que souvent, avant de s'engager, on recherche quand même le local. Parce que si on signe et qu'on n'a pas de local, c'est quand même problématique. Mais effectivement, le local est important. Il faut se poser la question en fonction du type d'activité où il vaut mieux se positionner. Et là aussi, on peut être aidé. Alors, par exemple, par la CCI ou des choses comme ça. On a différents interlocuteurs qui peuvent nous aider dans ce sens-là. On a aussi le franchiseur qui parfois peut nous apporter des éléments là-dessus. L'élément important, c'est de se dire que malgré tout, le franchiseur va nous apporter des choses, mais le franchisé, c'est un chef d'entreprise, donc il faut qu'il se pose les bonnes questions par lui-même. Et je remets la casquette de banquier, quand il va voir le banquier, il faut qu'il soit capable de répondre aux questions du banquier sans se rapporter toujours à ce que lui a dit le franchiseur. Ok. Et puis pour conclure, mais après on passera aux questions, c'est souvent le plus intéressant, c'est de dire ne pas s'isoler. Donc on l'a répété régulièrement avec Olga, c'est aller à la pêche aux informations, ne pas s'isoler, savoir se faire conseiller, rencontrer un expert comptable plutôt spécialisé dans le domaine de la franchise. Ça peut être aussi rencontrer un avocat spécialisé. C'est aussi choisir une banque qui a l'habitude de travailler dans le secteur de la franchise. Donc, voilà, il ne faut pas rester dans son coin, mais comme dans tout ce qui est entrepreneurial, peut-être encore plus dans le cadre de la franchise. Et puis, on a mis rester le décideur de son choix parce qu'au final, c'est quand même le porteur de projet qui va faire son choix. Ok. Donc, je vous propose des questions à tous ceux qui sont arrivés en cours de webinaire. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous interpeller. Donc, un peu en vrac, Étienne qui nous demande, connaissez-vous le prix moyen du droit d'entrée des 2000 franchises françaises? Une moyenne, c'est toujours facile, mais je crois que tu l'as un peu évoqué en début de. Oui. Alors la moyenne, pas la médiane, mais la moyenne est à presque 20 000 euros. Oui. On doit être à 18 000 et quelques, voilà, 18 750, je crois précisément. Donc voilà, mais une fois c'est une moyenne.
et derrière, ce que j'ai dit en début, ça peut regrouper des réalités différentes. Est-ce que j'ai le droit d'entrée, j'ai le droit d'entrée, c'est sûr, mais est-ce que dans le droit d'entrée, j'ai la formation, j'ai pas la formation? Est-ce que j'ai un accompagnement à l'ouverture? Enfin voilà, il peut y avoir des choses à démembrer dans ce droit d'entrée moyen. Ok. Merci Olga. Vivien nous demande si le franchiseur a une obligation de moyens dans l'approche du développement commercial. Est-ce que c'est clair pour Olga et André? Non, c'est pas très clair comme ça pour moi. C'était, Enfin, si Vivien veut bien reposer, voilà. Donc je suppose dans le développement commercial, des obligations de moyens pour la recherche de clients, j'imagine. Oui, peut-être le préciser parce que Si comme Vivien ça, veut nous le préciser. ouais. Comme ça, j'ai tendance à dire, le franchisé reste un entrepreneur, donc c'est à lui de faire pas mal de démarches commerciales, de prospection, etc., dans le respect du concept, avec l'aide des moyens mis à disposition par le franchiseur, bien évidemment, mais voilà, il y a un travail de développement commercial qui est à la charge du franchisé. Voilà, ouais, Vivien nous précise, est-ce qu'il a des devoirs ou des obligations dans l'aide commerciale? Ouais, c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que Oui, c'est un c'est un peu ce que je entrepreneur, dis. il n'a pas Après, d'obligation c'est à affiner selon les concepts, parce qu'il y a des fois des concepts qui sont plus, qui vont apporter des bases de données, qui vont prévoir tout un tas de choses, qui vont faciliter la prospection. Mais après, même s'ils donnent la base de données, c'est au franchisé de faire cette démarche, c'est pas le franchiseur qui va lui apporter des clients. Ou des fois, on peut avoir à la marge. En le disant, j'y fais penser. Des fois, des contrats, par exemple, qui sont faits au niveau national et le franchiseur va apporter, entre guillemets, une partie de ces contrats pour que ça soit traité localement. Voilà. Par exemple, sur, on va dire, de l'entretien ou des choses comme ça. Mais c'est pas la majorité des cas et ça fait pas le chiffre d'affaires du point de vente. Sinon, on retombe sur de l'intégré pur et dur. D'accord. Il y a Céline qui nous demande s'il existe des sites pour nous aider à élaborer le business plan avec une trame type. Alors, allez voir les experts comptables, c'est mieux. Oui, enfin, voilà. nous souvent, il y a des choses qui existent. On va pas des outils en ligne. dire, Il mais existe bon, des outils en ligne. voilà, il existe des outils en ligne, mais bon, quand je vois arriver, quand on voit arriver les business plans qui sont faits par ces outils en ligne, c'est souvent la catastrophe et on est obligé de tout refaire. Ou alors pire, ils vont voir le banquier avec cet outil en ligne, n'est-ce pas André? Et le banquier leur dit, mais allez voir un expert comptable parce que moi je peux rien vous dire. Donc bon, sinon il y a Excel, je veux dire qui peut aussi être. Et voilà, malheureusement après il y a des vrais, il y a un vrai savoir-faire sur le business plan. Il y a des vraies questions à se poser. Le choix du statut juridique. Voilà, si vous êtes en SAS ou en SAS, ça n'aura pas les mêmes impacts sur les charges sociales concrètement. Ça, aucun outil vous le dira, aucun. Voilà. Alors, il existe pas mal d'outils en ligne sur des sites spécialisés. Ça se trouve assez facilement, effectivement. J'ai un certain Eric L, que je crois connaître, qui me demande s'il existe beaucoup d'experts comptables spécialisés en franchise. Donc, moi, j'en connais déjà au moins une. Voilà, merci. Charlotte qui nous pose la question, est-ce qu'on peut financer la partie formation avec notre CPF? On parle de la partie formation dans le réseau de franchise. Alors, c'est du domaine du possible. Par contre, c'est pas automatique. Je crois qu'il y a des charges, notamment avec l'évolution de la formation professionnelle. Il faut que le franchiseur, je crois, ait certaines qualités, soit reconnu comme organisme de formation. Donc ça va dépendre. Dans l'absolu, oui, mais ça va vraiment dépendre des certifications qu'a l'organisme de formation du franchiseur. Et c'est pas automatique parce que c'est devenu extrêmement complexe aujourd'hui d'avoir ces accréditations. David me demande s'il y a des courtiers spécialisés, je suppose des courtiers spécialisés en franchise. Il y a des franchiseurs courtiers spécialisés, ça je sais. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont vous aider à choisir votre réseau de franchise, c'est ça? Ce serait ça le… Je pensais plutôt des courtiers en financement. J'imagine que c'est la partie financement. Donc, André doit plus les connaître. Oui, il y en a. André doit plus les connaître que moi, du coup, les courtiers en financement. Toi? Oui, il y en a
ils sont pas forcément spécialisés en franchise. Certains interviennent beaucoup dans le domaine de la franchise. Mais je pense pas qu'il existe des courtiers pour faire des choix d'enseignes. Jean-François nous demande que peut-on signer le contrat sans avoir le contrat de franchise sans avoir créé son entreprise? Oui, oui, ça arrive d'ailleurs régulièrement. C'est-à-dire là, vous aurez du coup, de toute façon, le contrat de franchise, il y a un tutu personné. Hein, donc, je sais plus si on l'a dit ça. Donc, ça veut dire que le franchiseur, il s'engage avec vous, personne physique en fait, c'est choisi. Qu'après vous exerciez en société, en entreprise individuelle, associé avec des copains de la famille, c'est pas son problème à lui. Le franchiseur, il va vous choisir vous personnellement, et il veut d'ailleurs très souvent, il l'impose que si vous êtes en société, vous restiez le gérant majoritaire, etc. Vous gardiez les pleins pouvoirs. Donc, il se peut tout à fait que vous signiez, on va dire, en nom propre, entre guillemets, votre contrat de franchise, avec vous indiquer société en cours de création, voilà, parce que derrière, il va y avoir par exemple des problématiques de récupération de TVA, etc., qu'il faut prendre en compte. Voilà, mais c'est tout à fait possible. Et même si vous avez une société créée, de toute façon, il va de toute façon imposer que ce soit bien vous, personne physique, qui soignez avec la clause d'institut personae, responsable et engagé vis-à-vis de l'enseigne. Il y a vraiment beaucoup de questions, mais je profite. Il y a David qui nous demande comment peut-on entrer en contact direct avec Olga et André. Vous n'avez pas mis un slide avec vos mails, du coup? Si, au tout début, alors Au démarrage. Ah d'accord, on va vous donc pour tout le monde, à David et pour tout le monde, on va revenir au début avec les coordonnées. Donc de toute manière, vous les recevrez. Hein, vous recevrez cette présentation. Donc André, hein, vous avez donc ses téléphones et son mail. Voilà. Et puis je te laisse passer, Olga, en ce qui te concerne. Voilà. Parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Je ne sais pas si on va pouvoir toutes les traiter. Julio nous demande où et comment on peut trouver une marque. Je suppose c'est plutôt une enseigne. Donc là, il y a plusieurs vecteurs. Il y a les sites internet, des sites internet spécialisés, les salons qui n'ont pas eu trop de chance cette année. Voilà. Mais il y a beaucoup de vecteurs pour pouvoir trouver une marque si c'est la question de Julio. Où est-il des obligations? Les outils pour faire une étude de marché sur un service, c'est une question là, donc site existant pour mener l'étude de marché indispensable. C'est plutôt des prestataires, hein, c'est bien ça, hein, que véritablement oui. des sites internet. Hein. Sur les sites internet, on peut trouver des informations un peu générales. Il y a un webinaire qui doit avoir lieu mercredi sur l'étude de marché et l'implantation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on pourra répondre à toutes ces questions. Mais là, l'idée pour avoir une vraie étude de marché, je réponds à votre place, hein, Olga et André, c'est quand même de faire appel à des cabinets spécialisés, puisqu'en ligne, à ma connaissance, il y a des données de la data d'ordre général, mais qu'il est nécessaire d'analyser. La CCI aussi, Marc, propose Tout à des. fait, mais je disais qu'effectivement, il y a un webinaire qui, on va traiter de ça cette semaine avec tous nos outils d'analyse de marché qui a lieu donc mercredi. Que se passe-t-il pour un franchisé en cas de dépôt de bilan ou cessation d'activité de la maison mère? C'est une question de Vivien. Une bonne question. C'est une très bonne question, malheureusement qu'on a connu. Alors, comme le franchiseur, il est détenteur de la marque, du concept, parfois aussi des sources d'approvisionnement, des produits exclusifs, etc. Et ben, tout ça peut du jour au lendemain disparaître. D'où l'importance d'avoir un franchiseur rentable qui gagne sa vie et qui est solide aussi financièrement. Hein. C'est pas dire qu'il fait de l'argent sur le dos de ses franchisés, c'est aussi qu'il les protège de tout ça. Après, de par l'histoire, ça s'est déjà arrivé. Alors, plusieurs solutions. Des fois, c'est les franchisés en fait qui s'associent et qui rachètent, je dirais, l'enseigne. Enfin voilà, qui permet du coup de survivre, on va dire, sous cette enseigne. Soit c'est racheté par quelqu'un d'autre, et auquel cas, ben, ils peuvent être rachetés par un concurrent et du coup, ben, on leur laisse terminer leur contrat de franchise sous cette enseigne et après, ils ont l'obligation de passer à la nouvelle enseigne s'ils veulent continuer leur activité. Soit ça s'arrête, entre guillemets, et dans ces cas-là,
il faut faire disparaître puisque le franchisé n'est pas propriétaire de la marque, donc faire disparaître tous les signes distinctifs de la marque. Ça veut aussi dire que peut-être s'il avait des produits d'exclusivité, il n'a plus les sources d'approvisionnement ou d'exclusivité de ce produit ou aux conditions tarifaires qu'il avait par le franchiseur. Enfin, c'est une situation gravissime. Okay. Sur la notion des contacts, Laurent nous demande de remettre à l'écran les coordonnées d'André, s'il te plaît, Olga. Bien sûr, aucun problème. Voilà. Et une dernière question, à partir de quand il faut solliciter l'expert comptable? Au début de la rédaction du business plan, point d'interrogation. Le plus tôt est le mieux. Il ne faut pas attendre d'avoir tous les symptômes pour aller le consulter. Nous, on vient très en amont du projet. Nous, ça nous arrive de lire, de relire des DIP, de discuter des secteurs franchis, des choix du secteur, de relire les DIP. Donc, on est, comme vous l'avez compris, très en amont du projet et pas engagé dans le projet parce que ça permet du coup d'avoir un peu une vision. L'expert comptable, c'est le professionnel généraliste. L'avocat, il va tout de suite plutôt regarder comment on protège le franchisé. Le banquier, est-ce qu'il est solvable, tout ça. Mais l'expert comptable va être plus généraliste en fait, en regardant à la fois l'aspect secteur, projet, faisabilité, choix du réseau de franchise, etc. Donc on peut le faire. Moi, je trouve que c'est au moment où on a le DIP, ça me paraît indispensable, ou un peu avant, où on est en train d'hésiter entre 2 ou 3 secteurs ou 2 ou 3 réseaux. Bon, le temps avance et on a dans 45 minutes un autre webinaire qui va démarrer. Donc, Olga et André, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très clair. Je pense que ça a été très enrichissant pour pour les gens qui ont participé. Comme je l'expliquais, le webinaire est enregistré. Vous allez recevoir la présentation, mais n'hésitez pas à contacter nos interventions sur le sujet. On va encore vous demander 2 petites minutes d'attention pour répondre à notre enquête de satisfaction qui s'ouvrira automatiquement lorsque vous allez fermer le webinaire. C'est très important pour nous permettre d'avancer. Et n'hésitez pas à suivre les autres sessions qui se déroulent jusqu'au 6 novembre prochain sur les différents thèmes. On en a un petit peu parlé, l'étude de marché, le financement, l'implantation. Vous pouvez vous inscrire via le site lyon-franchise.com sur ces futurs webinaires. Et le prochain démarre à 13h30, qui est sur la création d'entreprises en reconversion et notamment en franchise. Voilà, merci à tous. Merci Olga, merci André et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.